Et on poursuit avec David Engels. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis contente de vous retrouver parce que d'habitude c'est Richard de Sèze qui a ce plaisir et Eh je oui, le remplace exceptionnellement. eh Alors oui, on ça va fait tout un temps. bah oui, hier on va parler du 29 mai pardon, c'était hier et nous commémorions du moins pour ceux qui s'en souviennent l'anniversaire de la chute de Constantinople survenue en 1453. Qu'est-ce qu'un tel événement évoque pour l'historien que vous êtes David Engels? Eh bien, forcément, difficile de ne pas être tenté d'esquisser un parallèle avec notre pauvre vieille Europe d'aujourd'hui. Jadis reine du monde, étant triste une civilisation millénaire, Constantinople n'était devenue au fil des siècles que l'ombre d'elle-même, assiégée de l'intérieur comme de l'extérieur par des ennemis intrépides, largement incapables de se défendre après des générations de décadence morale et militaire. Délaissé par la plupart de ses alliés, divisé politiquement et préférant débattre du sexe des anges plutôt que des meilleures manières de reconquérir l'empire perdu, la chute de la deuxième Rome, presque aussi vénérable que la première, ne constitue-t-elle pas un memento mori pour la civilisation européenne? Alors certains diraient même que nous nous trouvons dans une situation pire que le dernier vestige de l'Empire byzantin. Constantinople, dans ces derniers mois, avait encore un empereur valeureux, prêt à tomber avec ses soldats, plutôt que de capituler, tandis que la plupart de nos chefs d'État se sont depuis longtemps accommodés de l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur. De plus, si l'on débattait alors du sexe des anges, on demeurait néanmoins chrétien, sans renier, comme nous, la foi de nos ancêtres, abandonnés non au profit d'une autre religion, mais au nom d'un athéisme triomphant. Et finalement, les ennemis qui assiégeaient la ville éternelle venaient de l'extérieur, car on ne leur avait pas encore accordé le droit de cité, bien que la ville comptât déjà suffisamment de traîtres prêts à la vendre au sultan, tel que celui qui lui indiqua la meilleure voie pour franchir ses défenses. Mais ne voyez-vous pas du moins quelques éléments qui pourraient jouer en notre avantage, David Engels? Si, heureusement, Constantinople fut le dernier vestige d'une civilisation dont l'étendue s'était rétractée au fil des siècles comme une peau de chagrin, jusqu'à ne plus se réduire qu'à une seule mégapole et quelques îles. L'Europe, en revanche, commande encore, du moins en théorie, un territoire impressionnant avec une population immense, bien que déclinante. De plus, pour l'instant du moins, la plupart des ennemis réels de l'Europe ne sont pas à sa mesure. Le sultan disposait, lors du siège, de l'artillerie la plus moderne du monde et avait déjà annexé presque tous les anciens territoires byzantins, tandis que l'Europe n'a aujourd'hui que peu à craindre le long de la plupart de ses frontières, à l'exception de la frontière orientale où la Russie, néanmoins épuisée par la guerre en Ukraine, se gardera très probablement pendant de nombreuses années encore de porter le conflit plus à l'ouest. Seule la Chine représenterait un adversaire véritablement redoutable si elle n'était située trop loin pour constituer une vraie menace territoriale. Dès lors, la menace qui pèse sur l'Europe est d'une nature plus diffuse. Elle vise moins son intégrité géographique que son autonomie culturelle, politique, ethnique et économique. De plus, l'Empire ottoman exerçait un pouvoir d'attraction non négligeable, et ce, non seulement sur le plan religieux, sa relative tolérance apparaissant comme un avantage aux yeux de nombreux Grecs épuisés par les querelles entre confessions chrétiennes, mais aussi sur le plan fiscal. La différence civilisationnelle entre l'Empire des Turcs et celui des Byzantins semblait alors relativement ténue. Aujourd'hui, en revanche, l'Europe demeure, paradoxalement, une terre d'espérance et d'accueil privilégiée aux yeux de populations étrangères dont l'attractivité matérielle est inexistante et dont la portée spirituelle demeure largement théorique. La plupart des migrants qui proclament aujourd'hui la supériorité de l'islam, de l'hindouisme ou des cultes syncrétiques africains ne voudraient pour rien au monde retourner s'installer chez eux. Mais il y a encore autre chose que la mémoire de cet événement m'inspire. J'observe ces dernières années, voire ces dernières décennies, une tendance préoccupante au sein de ce que l'on appelle communément la droite, celle de se replier toujours davantage dans une forme de culte héroïque, à la fois nostalgique et stérile. Rares sont les semaines qui ne soient marquées par la commémoration de l'un ou l'autre de ces hauts faits de notre passé, qu'il s'agisse de la victoire de Charles Martel entre Poitiers et Tours, du couronnement de Charlemagne, de Jeanne d'Arc et de sa chevauchée vers Reims, de la chute de Grenade et de l'achèvement de la Reconquista, de la découverte de l'Amérique, de l'abdication tragique de Charles Quint, de la libération de Vienne par Jean Sobieski ou encore de l'insurrection de la Vendée, l'Européen conservateur semble se complaire toujours davantage à célébrer son passé plutôt qu'à s'en inspirer pour transformer l'avenir. Alors certes,
Sans mémoire des grandeurs passées, il est très difficile de projeter ce qui subsiste de notre civilisation dans l'avenir, mais il est un seuil où la référence au passé cesse d'être un levier d'inspiration pour devenir une simple excuse, un refuge commode pour se complaire dans un passéisme stérile. Pire encore, dans une forme de défaitisme dissimulant mal sa propre impuissance sous le masque de la vitalité des ancêtres. Jadis, combien de Byzantins durent sombrer dans ce genre de désespoir face à l'écart incommensurable entre la majesté de l'Empire romain sous Constantin ou même sous Justinien et l'état de déliquescence de la dernière cité romaine encore autonome? Combien choisirent alors de se perdre dans les récits des gloires d'antan plutôt que de s'engager dans une bataille que tous jugeaient perdue d'avance? Et combien de jeunes aujourd'hui préfèrent passer leur temps sur les forums des réseaux sociaux à partager des images belliqueuses de notre grand passé et à troller les camps de la gauche, plutôt que de descendre dans la rue, de fonder une famille ou de reprendre avec quelques amis le contrôle d'un village oublié de la province. Et n'êtes-vous pas un peu dur là, David Engels? Oui, oui et non. Non, parce qu'il faut savoir se secouer parfois pour ne pas tomber dans le piège du passéisme. Et je sais que les jeunes qui nous écoutent comprennent parfaitement ce qu'on veut dire. Oui, parce que la situation actuelle est tout sauf facile. Et aussi parce que nous devons éviter de commettre une autre erreur, tout aussi problématique, celle de ne percevoir notre existence présente qu'à travers le prisme du politique, ou pire encore de l'identitaire. Alors, bien évidemment, surtout dans le cadre d'une chronique intitulée Europe et identité, je serai le dernier à nier la crise désastreuse, peut-être même mortelle, dans laquelle se trouve non seulement la France, mais l'Europe tout entière. Mais après tout, nous ne sommes pas que les pions impersonnels dans une grande partie d'échecs approchant de son dénouement. Nous avons notre identité, notre valeur, notre essence propre. Et bien que nous soyons en partie définis, voire conditionnés par notre appartenance à une région, à une nation ou à notre civilisation européenne, nous sommes bien davantage qu'un simple chaînon dans une lignée de transmission. Nous sommes créés à l'image de la divinité et notre tâche première n'est pas seulement d'assurer la continuité entre nos parents et nos enfants, mais aussi d'exprimer dans le cours même de notre propre existence, quelles qu'en soient les circonstances, toute la dimension transcendante de notre être. Car oui, le politique peut être considéré comme la quintessence de la réalité sociale humaine, mais la réalité n'est pas tout, loin s'en faut. L'amour des proches, la poursuite de la beauté, la valeur supérieure qui réside dans l'accomplissement du devoir, et surtout la quête de cette étincelle de divinité en nous que nous devons cultiver, découvrir, faire grandir et qui seule peut véritablement assurer notre immortalité, voilà des tâches qui dépassent de loin toute préoccupation politique. On pourrait même dire à partir du moment où une civilisation perd de vue ses horizons de transcendance pour se consacrer exclusivement au réel, c'est-à-dire à la seule sphère politique, elle commence à mourir. Et il importe alors finalement peu que cette lente agonie soit portée par un discours d'auto-exécration politique de gauche ou d'auto-encensement politique de droite, ce dernier ne dissimulant bien souvent qu'une vision profondément réductrice et matérialiste de ce qui constitue en vérité la grandeur d'une civilisation. Cessons donc de n'être parfois, en tout cas, guère meilleurs que la gauche, voire d'être pire, en attribuant à nos ancêtres seuls une grandeur qui pourtant réside en chacun d'entre nous à tout instant. Certes, les civilisations sont mortelles, tout comme les individus, mais notre lutte, aussi nécessaire que légitime pour la défense de la nôtre, est vouée à l'échec si nous ne concevons la victoire que sous la forme d'une survie éternelle de l'Europe. Car nos existences personnelles ont une valeur en elles-mêmes. Les vrais héros, les vrais artistes, et plus encore les vrais saints, ne surgissent pas dans la facilité ou l'abondance, mais bien dans l'épreuve, dans l'adversité, dans les pires circonstances, et non les meilleures. Mmh. Merci. On espère que notre société aura beaucoup de héros et de grands saints. Alors peut-être qu'elle en a déjà d'ailleurs, mais qu'on s'en rendra compte qu'avec l'histoire et le temps. Merci David Engels d'avoir été avec nous pour cette chronique. Et effectivement, vous nous secouez et c'est bien, on va continuer d'agir et arrêter de sans cesse penser au passé. L'avenir compte Merci. aussi. Merci, à la semaine C'est des prochaine. plaisirs.